Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est avec vous sur Sud Radio dans ce 10h midi pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Et je rappelle votre livre Réussir, c'est possible aux éditions Fayard, avec de plus en plus de jours de congé. Oui, oh là là, non mais ils sont fous alliés. Et Thierry Guerrier avec nous également. Bonjour Thierry, conseiller de Paris. Et Benjamin Cauchy qui devrait arriver. Il arrive. Benjamin Cauchy qui est chef d'entreprise et Gilles Gansman qui est resté avec nous. On va revenir sur la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Pourquoi moi je voudrais que, on l'a pas encore vu ce rapport, mais j'entends des critiques, mais je n'ai pas vu de critiques constructives à part c'est un fasciste, il est d'extrême droite, il a instrumentalisé. Je voudrais concrètement les députés qui s'expriment nous donnent des exemples concrets. Donc la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. De quoi, le salaire de par exemple de la présidente, des exemples concrets de ce qui ne va pas dans le rapport de Charles Aloncle. C'est là-dessus. Et les préconisations qu'il a faites, effectivement, on pourra discuter de certaines qui ont déjà fuité dans la presse, mais et puis surtout s'interroger sur ce qui va changer et ce que peut changer ce rapport. Macron et les maboules qui veulent se fâcher avec l'Algérie. On rappellera à Emmanuel Macron que la France veut pas se fâcher avec l'Algérie, mais que l'Algérie a toujours un otage, un prisonnier, Christophe Glaise, depuis 303 jours. Il est enfermé, que l'Algérie ne veut pas reprendre ses OQTF, que l'Algérie, ne fait pas grand-chose pour être amie avec la France, et que ça n'a rien à voir avec les médecins algériens dont il parlait. Et puis les vacances en France. Allez-vous partir en vacances, si vous partez en vacances, en France, plutôt qu'à l'étranger, 0826 300 300. Et Gilles Gansman est resté également pour le zapping. Sans poulet, mais... Sans poulet, voilà. Je suis pas sûr que Sophie... Vous avez déjà été chez Master Poulet, Sophie? Non. Vous mangez du croustillant poulet? Non, mais j'adore McDo. Oui. On va en citer d'autres alors. Oui, mais là on a cité croustillant poulet, machin. KFC. Il m'expliquait que pendant sa campagne pour les élections, il y avait électorale, vous avez eu des gens contre cette installation. Vous savez de qu'en Master campagne Poulet municipale, les citoyens cherchent à solliciter tous les candidats, sortants ou pas. Ça a été le cas pour moi dans le 18e arrondissement, pour essayer de leur poser leurs problèmes concrets. Et il y avait un collectif dans l'avenue de Saint-Ouen, puisqu'il y en a un qui s'est ouvert et qui malheureusement, qui fonctionne très bien, ça c'est formidable, mais qui malheureusement fait que toute une série de clients et de jeunes clients venant d'un peu partout font un bruit infernal jusqu'à la fermeture et gênent les riverains. Voilà, donc c'était un des sujets qu'on a traité. C'est celui de Karim Amran aussi à Saint-Ouen, avec les nuisances sonores et les nuisances je sais pas comment on dit, odorantes, olfactives. Voilà, très bien. Mais cela dit, ça c'est le boulot du maire et c'est le boulot local d'empêcher qu'il y ait du bruit. Il peut pas. Pourquoi ? Parce que l'installation est... le bruit. Il ne peut pas empêcher l'ouverture d'un commerce si se fait en légalité. Il peut en revanche, ce qui n'est pas le cas chez moi, et ça a été un de mes arguments, mais il peut en revanche, avec une police municipale par exemple, faire respecter un certain nombre de règles pour respecter la vie des riverains, tout simplement, leur tranquillité. Oui, ou même d'abord, il faut avoir la volonté politique de le faire. Il faut avoir la volonté politique de le faire. Alors je ne veux pas entrer dans des polémiques ici sur l'arrondissement du 18e, mais enfin en l'occurrence, c'est pas le cas. La mairie du 18e s'en moque. Voilà. C'est un mouvement national et un vrai ras-le-bol de la part des gardiens de prison. Surpopulation, conditions de travail dégradées. Derrière les barreaux, ils crient quelque chose que tout le monde pense si fort. C'est un blocage avant tout symbolique. Quelques surveillants pénitentiaires de la prison de Bois d'Arcy lancent leur mobilisation ce matin. Ils dénoncent des conditions de travail qui se dégradent de jour en jour. Beaucoup plus de tensions, des agressions qui se multiplient, des sanctions qui ne sont pas toujours à la hauteur des attentes, parce que les collègues subissent des agressions lâches. Ils font leur métier, ils ne sont pas là pour se faire cracher au visage, ils ne sont pas là pour se prendre des coups. Les syndicats imputent cette situation à la surpopulation carcérale. La France compte plus de 87 000 détenus pour moins de 63 500 places de prison, soit un taux d'occupation global de 137,5%. Au centre pénitentiaire de Nanterre, c'est pire. Il y a 2 fois plus de détenus que de places. On n'arrive plus à faire notre travail correctement, ils sont vraiment trop nombreux. Et puis au niveau de la sécurité, c'est vraiment dangereux pour nous. On ouvrait la cellule avec 2 détenus en face de nous. Aujourd'hui, la règle, c'est 3 ou 4. Le surveillant est seul sur la coursive et sa sécurité n'est pas du tout assurée. Ouais.
Benjamin Cauchy. Là, pour le coup, si on doit faire un petit peu de politique ce matin, même si c'est pas mon métier, le bilan d'Emmanuel Macron sur ce sujet-là est catastrophique. Il avait promis en 2017 15 000 places de prison. Seuls 4 000 sont sortis de terre. Donc forcément, aujourd'hui, y compris ceux qui sont chargés de la sécurité et de l'ordre au sein de ces établissements pénitentiaires ou maisons d'arrêt, sont à la limite du burn-out. Donc là, il y a un vrai sujet. L'idée que M. Darmanin... Mais qui n'est pas nouveau, c'est ça qui est terrible. Non, mais c'est narlésienne, mais c'est impuissant. Vous ne prenez pas en compte le travail effectué par Gérald Darmanin, qui est assez remarquable, parce que dans le peu de temps depuis... Vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé de M. Darmanin. Si vous venez de le faire. Vous venez de le faire. Si m'aviez laissé finir, vous auriez entendu qu'effectivement, la proposition que M. Darmanin de faire, qui est de finalement décréter pour libérer les prisonniers... Il va plus loin, il a construit Gérald Darmanin déjà, très rapidement, et notamment, vous savez bien, pour les patrons du narcotrafic. Donc, il l'a construit. Maintenant, ça ne se règle pas. Prison, non, deux prisons. Oui, il y en a une dans le Nord, une à Sablé-sur-Sarthe, exactement. Et puis il y en a une dans le... C'est vrai, comme je dis pas que c'est la baguette magique, mais il faut rendre hommage au moins au dernier ministre. Dans votre sens, si M. Darmanin a une volonté politique, ça commence à se transcrire. Ce qu'on regrette tous, c'est qu'à partir de 2017, il y avait une promesse qui n'a pas été tenue, qui est celle de construire des prisons. C'est du factuel. Je suis d'accord avec vous. Voilà. On a des auditeurs qui veulent réagir. On a Danielle, ancienne conseillère pénitentiaire. Bonjour Danielle. Oui, bonjour à tous. J'ai écouté ce qu'il vient de se dire. Effectivement, si vous voulez, c'est l'équilibre à trouver. Hein. Moi, j'ai été conseillère pénitentiaire et donc je travaillais avec des surveillants chaque jour. Et effectivement, le fait qu'ils soient plus en sécurité dans l'exercice de leurs fonctions, ça c'est intolérable. Hein. Ça provoque des burn-out chez les agents, de plus en plus effectivement de détenus, avec un environnement qui a changé, donc le relationnel change. Hein, il y a l'apparition des drones, de nouveaux dangers, et s'il n'y a pas suffisamment, vous voyez, de surveillants dans les coursives, si les règles ne sont pas appliquées, eh bien effectivement, c'est épuisant pour un surveillant de vivre une journée la peur au ventre. Et puis les jeunes recrues ont du mal à rester. Parce qu'en fait, je pense que ça leur fait peur. Ils démarrent, vous voyez, dans ce métier qui est très intéressant, hein, parce que c'est pas seulement surveiller, mais c'est aussi accompagner la réinsertion. C'est un lien qui se crée avec les détenus. Mais quand les conditions ne sont plus réunies, eh bien effectivement, le métier perd de son sens, et en fait il est vécu comme une tragédie pour beaucoup de surveillants, avec cette menace de perdre la vie, ou en tout cas de recevoir des coups, des détenus qui souffrent eux-mêmes des conditions, vous voyez, de détention. Vous avez remarqué une dégradation au fil des années ? Alors, moi, j'ai passé mon concours de conseillère en 2004 et j'ai fait une formation de 2 ans, puis ensuite j'ai exercé mon métier en détention de 2006 à 2012. Et je peux vous dire que on a un stage obligatoire de surveillant. Vous voyez, on prend l'uniforme de surveillant, donc c'est très très intéressant, et on est donc avec les collègues toute la journée. Déjà, c'était une réalité très difficile. Ouais. Mais là, si vous voulez, tout le retard pris dans les recrutements et dans la construction de places, même si effectivement, je suis d'accord avec vos invités, il y a eu des avancées notables ces dernières années. Si vous voulez, c'est un dur équilibre à trouver. Des détenus, autant de surveillants, et donc tout retard, eh bien, on peut faire un parallèle, même s'il n'est pas à faire sur le métier. Vous voyez, à l'hôpital, quand il n'y a pas assez d'infirmiers, tout ce qui crée finalement si vous voulez, un déficit en accompagnement. Parce que surveiller, c'est pas seulement pour un surveillant de prison ouvrir et fermer les cellules. Hein. C'est bien autre chose. C'est une prévention de la violence par, si vous voulez, la présence suffisante de surveillants bien formés, bien respectés dans leur mission, bien encadrés, bien managés, et puis qui peuvent aussi, en débriefing, parler de leurs difficultés. Merci Daniel. On va se retrouver dans un instant. On va continuer. 0826 300 300. On aura Hector qui a été surveillant de prison, qui peut nous donner certainement partager son expérience. La question c'est que fait l'État malgré tout, même s'il y a eu des avancées. Genre la dégradation est telle aujourd'hui dans les prisons, qui n'a pas décidé, qui n'a pas pris les bonnes décisions. C'est la question qu'on peut se poser. Plus de responsables. Non. Vous le direz. À tout de suite. 10h midi, mettez-vous d'accord. Le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. On est de retour avec vous. On a Hector en ligne. Nous parlions donc de la surpopulation carcérale, de la grève des gardiens de prison. Hector, vous avez été surveillant, vous, c'est ça ? Oui, bonjour Valérie, bonjour à tous. Oui, pendant 5 ans avant de voguer ailleurs, bien heureusement. Ouais. C'est un métier difficile. Un métier difficile, mais en fait, c'est le courage qui paye en général.
C'est le courage qui paye. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait, j'entends des discours. Alors, on va plaindre les détenus. Bon, déjà, il faut savoir que quand quelqu'un rentre en prison en France, c'est qu'il en a vraiment fait beaucoup. On plaint les conditions. Ah mon Dieu, il y a des rats et des cafards. Déjà, c'est dommage que les journalistes puissent pas rentrer dans certaines prisons parce qu'en fait, déjà, de 1, il n'y a aucune obligation de nettoyer des cellules. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que les gens balancent leurs ordures par les fenêtres. Là-dessus, c'est vrai on est tellement peu en détention que même, entre guillemets, faire quelque chose sur l'hygiène, c'est quasiment impossible. Donc en fait, déjà, il y a un manque d'éducation. Ensuite, moi, le port, par exemple, d'un uniforme serait pas mal pour les détenus. Ça éviterait les trafics de baskets, les trafics de t-shirts, tout est trafiqué en prison. Déjà, il y a ça. On parle des prisons de Darmanin, c'est très bien. Déjà, il y a l'anonymisation totale des surveillants, mais en fait, c'est pas deux prisons qui vont rétablir les choses. Ouais. D'accord ? Oui, non, c'est ça. On parle d'insertion. Comment vous voulez insérer des gens, d'accord, alors que le travail n'est même pas obligatoire en prison ? Moi, ils seraient tous au travail, sans aucune exception. Aucune exception. Mais là, on plaignait pas les détenus, mais là, on s'intéresse au mouvement des gardiens qui se retrouvent face à des gens violents. Surpopulation carcérale. Et les gardiens, ça va ensemble. Alors, allez-y, Hector. Moi, je peux en parler. Ouais. Les surveillants, d'accord ? Les surveillants entre l'absentéisme, d'accord ? Qui est un fléau, déjà. Les surveillants, au final, ils sont pas assez nombreux. Moi, je me suis retrouvé avec 150, 180 détenus à l'étage, d'accord, et seul. Eh ben, qu'est-ce qui prévaut ? C'est du courage individuel, d'accord, et surtout un soutien de la hiérarchie. Quand vous avez des hiérarchies et des directeurs qui sont dans le social constamment, d'accord, eh ben, vous croyez qu'un surveillant va se sentir soutenu, donc tout part à volo. Déjà, il y a ça. La formation de la pénitentiaire, quand on recrute au niveau national avec une moyenne qui est à 5 à l'époque, est-ce que vous croyez que ça attire, on va dire, des gens qui sont câblés ? Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Et dès qu'un surveillant, par contre, va faire une erreur, on va le casser en deux. Dès qu'un surveillant va faire une erreur, ou par exemple un surveillant, il a réagi parce qu'au bout d'un moment, vous vous faites cracher dessus, c'était une gifle, hein. Moi je vous le dis personnellement, et bien rien que ça, vous aurez pu être en difficulté. Bon. Vous voyez ce que je veux dire ? Les surveillants ne sont pas là à la base pour éduquer des gens. On parle de réinsertion, mais en fait la réinsertion, elle n'est pas possible déjà avec des gens qui n'ont aucune envie de se réinsérer. Il faudrait faire un effort justement en France, bien sûr, construire des prisons, mais des prisons qui soient plus dures, bien sûr, avec les détenus. Bien sûr, parce que quand vous allez là-dedans, les gens se plaignent des conditions, mais c'est un Club Med pour les détenus. Ça ne leur fait absolument pas peur. Ouais. On va peut-être dans le reportage que j'ai pas passé en entier, on parlait aussi qu'il y avait un tel ras-le-bol des gardiens de prison que ça facilitait la corruption. Vous avez assisté à la corruption de gardiens ? Alors, bien sûr, j'ai assisté à des corruptions. Vous avez été tenté vous-même ? Alors moi, je vais vous expliquer. Un jour, on m'a proposé, j'étais dans un poste de parloir, on m'a proposé 600 € pour faire rentrer une bouteille de vodka. J'ai dit, ah bon, d'accord. Et j'ai demandé à la personne, j'ai dit, tu es condamné ou prévenu ? Parce que les prévenus, ils ont 3... Ah oui, parce que ça aussi, ils ont droit à 3 parloirs par semaine, et les condamnés ont droit à 1 parloir. Et ben, je lui ai dit, tu sais quoi ? Je lui ai dit, toi, pendant 6 mois, tu seras mis à la fouille exceptionnelle à chaque fois que tu viendras au parloir. J'ai dit, et tu diras à tous tes petits copains, et je l'ai dit, tu diras à tous tes petits copains que le prochain qui essaie de me corrompre, ça sera une rouste en plus. C'est bien ça. Mais il y en a qui acceptent. Mais il y en a qui acceptent, forcément. Mais alors, attendez. Parce qu'après, vous avez des menaces, après. Non, mais alors, écoutez, les menaces, après, comme je dis, au bout d'un moment, les menaces, il est temps que le français se défende. Oui. D'accord ? Oui. Il est temps de faire preuve de courage individuel, et le courage individuel, il a été français au cours des siècles passés. Oui. Donc au bout d'un moment, il va falloir un peu relever la tête. Moi personnellement, j'étais connu comme étant dur. Personne bizarrement n'est venu m'emmerder. Ouais. Après, bien sûr, moi j'ai assisté aussi à la corruption où il y avait des gens d'ailleurs qui étaient très, oui, moi je suis très dur et tout ça. Et bien bizarrement, ce sont les policiers qui sont venus un matin
le cueillir à l'entrée de la prison. Ouais. Il faisait rentrer des Et téléphones. ça gagne combien, quelqu'un comme vous? Pardonnez-moi, mais c'est important parce qu'on demande tellement de choses à ces gens-là. Et combien ils sont payés? Moi, à l'époque, je faisais c'était pas exceptionnel. J'étais à 2004, il me semble, 2004. C'est peu, hein, en vérité. Net? Oui, net, ouais. Okay. Ouais. Je crois que ça a augmenté un peu, mais ce que je veux dire, c'est que la prévention de la corruption, il serait très simple. Soit vous faites des équipes qui sont tournantes. Déjà, il y a l'anonymisation. Ouais. Est-ce qu'on vous écoute quand vous dites tout ça? Parce que c'est des vraies propositions concrètes. Ouais. Ben, là, bizarrement, quand Gérald Darmanin a fait ses nouvelles prisons avec les surveillants cagoulés et formés, bizarrement, ça a été suivi. Ouais. Pourquoi Mais, bizarrement? Pourquoi bizarrement? C'est vous qui l'avez proposé? Non, Non, mais je comprends pas. Non, parce que vous avez des propositions concrètes. Est-ce qu'elles sont relevées quelque part? Oui, Gérald Darmanin les a appliquées au moins dans ces deux prisons-là. Monsieur parle d'une volonté de généralisation. Voilà, on en discute avec les syndicats qui remontent, mais bon, à chaque fois, je veux vous dire, vous êtes un petit surveillant, le syndicat vous écoute parce que généralement il est copain, machin. Mais est-ce qu'ensuite ça remonte au niveau ministériel? Après, je pense que l'histoire de mettre des cagoules à des surveillants, rien qu'avec les ERIS ou les groupes ELAC à l'époque et LSP, voilà. Pour moi, ça relève d'une logique. Enfin, moi, j'étais ancien militaire en plus de ça, donc en fait, anonymiser. Bien sûr, ça paraît. Quand vous anonymisez un opérateur, forcément, déjà vous prenez un ascendant. Quand vous intervenez, moi ça m'est arrivé, intervenir avec une cagoule sur la tête, il y a un ascendant qui se fait. Et puis surtout, quand vous anonymisez la personne, vous parlez encore plus à une fonction, vous parlez à un opérateur. Ouais. Déjà, il y a ça. Et en plus de ça, après, ce qui pourrait être intéressant, c'est dans des grosses prisons avec des gros profils, faire tourner les équipes. Il faut que ça change tous les 15 jours. Mais pardonnez-moi, je vous arrête encore, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas besoin d'argent pour ça, il n'y a pas besoin de décret, c'est organisation. C'est une organisation. Alors, ça devrait être mis en place immédiatement. Qui pourrait décider de mettre ça en place? Non, attendez, l'histoire des cagoules, attention. Il n'y a que les ERIS qui ont le droit, il y a tout, il y a des décrets, vous avez aucune idée. Sans compter qu'en plus, la prison est soumise aux règles pénitentiaires européennes. On en revient toujours aux mêmes choses. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans une salle de fouille au parloir. Et là, vous avez un lavabo. D'accord? À l'intérieur. Je peux vous garantir que quand il y a un détenu qui a du shit sur lui, qui veut pas le donner et que vous êtes obligé de vous rouler au sol et que vous voyez sans intervention sur 90 la tête du détenu qui frôle le lavabo, et puis là vous retournez, vous dites à votre chef, il faut qu'on demande à enlever ces lavabos. Et bien on peut pas, c'est les règles pénitentiaires européennes. Donc on en revient toujours au golem européen qui castre notre pays au niveau législatif. Voilà. Et ensuite, après de ça, vous avez un autre clou. Qui est bien enfoncé par les comment on appelle ça là, les contrôleurs des lieux de privation de liberté, d'accord, qui sont dans l'angélisme le plus pur, appuyés par les divers députés et les filles. Qui sont là plus à plaindre les détenus. Là, on rentre dans la politique. Le lieu de privatisation de liberté, c'est donc le mot prison. Oui. D'accord. Oui, c'est extraordinaire, ça fait partie d'une novlangue. C'est Maison France Liberté. On va devoir avancer, mais merci en tout cas de votre témoignage, Hector. C'était intéressant d'écouter de l'intérieur comment ça se passe. On conclut le zapping. Mais Valérie, juste un tout petit 55. Non, vous voulez? Il reste 2 minutes. Ouais. Je vais lancer Charles Aloncle dans ce cas-là qui va être dans le débat. On va le lancer à 11h. Ah bon, j'avais envie que vous disiez que par rapport à ce qu'on vient de dire, je dis ce que je veux, madame. Les maisons, parce qu'il n'y a plus d'EHPAD. Oui. Sachez qu'il n'y a plus d'EHPad. On parlera de ça tout à l'heure. Mais comme vous y allez, votre deuxième Sophie. Alors Éric Ciotti passe la tronçonneuse dans le budget de Nice. Je ne sais pas si vous avez vu cette information. Après avoir supprimé le bureau de Paris, maintenant ce sont les compétitions sportives. Et vous allez voir qu'au final, les compétitions ont lieu, même sans les subventions. C'est un succès pour Éric Ciotti. Formidable. La nouvelle avait de quoi refroidir les triathlètes. Pour sa 4e année à Nice, le championnat du monde de l'Ironman devra faire sans la subvention d'1 600 000 €. Même combat pour les trailers de l'UTMB. Adieu le chèque de 650 000 €. Une annonce sous forme de coup de tonnerre la veille du conseil municipal. Les organisateurs n'ont pas vraiment eu le choix. Leur réponse a été lue en séance. Compte tenu de la situation exposée, nous prenons acte de la suppression des soutiens financiers pour cette édition
et confirmons notre volonté d'organiser l'édition 2026 sans bénéficier de ces apports. Voilà. Une victoire pour le maire, les coureurs restent, pas les dépenses, mais pour l'ancienne majorité, il serait dommage de chasser ces grands événements pourvoyeurs d'emplois et de retombées économiques, et la méthode laisse à désirer. Dire à ces organisateurs d'événements, vous le faites mais sans subvention publique, c'est juste leur tordre le bras. Je ne sais pas dans quelle mesure ces événements seront maintenus à Nice en 2027. Ah oui, comme ça. Alors, la compétition va avoir lieu, ce qui fait dire à Éric Ciotti qu'il pouvait donc, puisque en fait le billet coûte très cher pour participer à cette compétition, et donc la compétition aura lieu sans les subventions. Ça veut dire qu'une société privée peut organiser un événement sans avoir forcément besoin de subventions. Ça a été soutenu par la gauche parce que Éric Ciotti a indiqué que les économies qu'ils vont faire sera investies dans le sport et dans la construction de stades et de sports et d'équipements sportifs, et qu'ils préfèrent mettre l'argent dans des équipements sportifs que dans des manifestations organisées par le privé. Voilà ce qu'a fait Éric Ciotti. C'est formidable. Ouais, 60 millions d'euros d'économies à l'échelle du mandat. Il y a des mesures qui peuvent paraître tape à l'œil, symboliques, mais elles sont essentielles parce que ça fait des mois que Éric Ciotti tente de jouer le coup de la tronçonneuse à la française. Et là, pour le coup, c'est une mise en application de ce qu'il défend à l'échelle nationale. Donc on verra ce que ça donne à l'échelle. Moi, je ne présage de rien, mais en tout cas, le fait de rendre opérationnel des convictions et des engagements politiques et de les mettre en place dès la première semaine, je trouve ça plutôt courageux. Moi, j'ai jamais vu effectivement qu'on mette immédiatement en application ce qu'on a promis pendant les campagnes, parce qu'on promet n'importe quoi. Si. Pratiquement pas. Des places de prison. Et je trouve que Éric Ciotti, qui a été très critiqué, ce qu'il vient de faire est exemplaire. C'est spectaculaire. Pas de frais de représentation, vendre des dizaines de véhicules, diviser par 2 les frais de communication, par 2 les frais de bouche. On n'a jamais fait ça. Alors dites-nous ce que vous en pensez, 0826 300 300, et puis on parlera de la commission sur l'audiovisuel public, et vous pourrez réagir. Thierry Guerrier, pour l'instant c'est l'heure des infos. 10h midi, mettez-vous d'accord. Sudra 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Mettons-nous d'accord avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Je rappelle votre dernier livre, Réussir, c'est possible, qui est paru chez Fayard. Thierry Guerrier, conseiller de Paris. Benjamin Cauchy, chef d'entreprise, et Gilles Gansman qui est avec nous. Quelques mots, Thierry Guerrier, sur la méthode Ciotti. Il a diminué, donc décidé de vendre le bureau de Paris, diminuer les frais de communication, pas de frais de représentation, et puis arrêter de subventionner tout et n'importe quoi. Ce qui m'a impressionné pendant la campagne des municipales, c'est qu'au fond, dans toute la France, et pas uniquement à Paris, mais à Paris, c'est une gabegie considérable, c'est des centaines de millions d'euros, les subventions, il y en a qui sont justifiées, puis il y en a qui ne le sont pas. Et ce que les municipales ont montré, c'est au fond qu'il y a une culture de la vie sous perfusion de l'argent public pour tout ce qui est aussi associatif. Alors il y a des choses, encore une fois, où c'est justifié. Le sport est une forme, et certains aspects de la culture. Mais après, on est dans des délires. Quand on subventionne à Paris, Sophie, vous permettez que je finisse ? Quand on subventionne à Paris une association de clowns pour essayer de ramener le calme sur les passages cloutés dans des secteurs où il y a des terrasses qui font un peu de bruit, on sait très bien, je le dis, qu'il y a toute une série d'animateurs de ces associations qui prennent de l'argent au passage, et un jour ce sera documenté. Et c'est un scandale. C'est-à-dire que c'est l'argent public détourné. Le progrès et les valeurs, par exemple à Paris, qui étaient des valeurs de gauche, qui étaient celles du progrès, c'était que l'argent public serve le public, pas de servir les copains. Il y a plusieurs chiffres qui sont sortis, plusieurs associations à l'étranger qui ont été subventionnées par la mairie de Paris. Les abeilles, le miel, les ruches du Togo, voilà. Oui, mais une fois que vous avez dit ça, vous avez commencé par quelque chose d'intéressant en disant ces municipales ont révélé. Nous sommes d'accord. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Est-ce qu'au moment de ces municipales... Vous êtes de Ciotti, vous voyez que ça bouge. Oui, il y a un exemple. Mais est-ce que vous avez l'impression, vous avez l'air de connaître tout ça parfaitement bien, est-ce que vous avez l'impression que les gens, au moment de ces municipales, se sont plaints au maire, ont compris que c'était aberrant, ou est-ce que c'est exceptionnel, ou est-ce qu'ils ont promis encore autre chose ? Non, mais bien entendu que les gens suivent les dossiers et ils voient bien aussi les scandales. Moi, je parle des électeurs, oui. Mais oui, bien sûr. Si on n'avait pas eu des électeurs pour venir nous alerter, si vous voulez, au-delà même des constats que nous faisions nous-mêmes, eh bien, on n'aurait pas mené les campagnes qu'on a menées. Non. Pardonnez-moi, si je puis me permettre, par rapport à Paris, malgré tous les scandales. Vous allez nous rappeler qu'on a perdu. Je vais surtout rappeler qu'ils ont encore gagné.
Ouais. Pas que vous avez perdu, mais qu'ils ont encore gagné malgré les scandales dans le périscolaire. On va pas venir dessus aujourd'hui, mais plus les gabegies dans les associations. On a les élus qu'on mérite. Les électeurs ont de nouveau choisi Grégoire et consorts. On va pas refaire l'analyse. Allez, Gilles, on parle de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Après-midi très tendu hier pour savoir si ce rapport allait être rendu public ou non. Il faut dire que toute la commission a été un spectacle. C'était un peu Interville à la télé. À 2 voix près, le rapport donc de Charles Aloncle a bien été publié. Alors il a dû se battre. On l'écoute. J'ai essayé de faire fi de ces critiques. J'ai essayé vraiment d'être le plus engagé possible dans ma mission. Je regrette simplement que ceux qui nous parlent de démocratie à longueur de temps sont les premiers à vouloir censurer des recommandations. Ils ne sont que matière à nourrir le débat, matière à nourrir la réflexion. Quand vous voyez des entreprises comme France Télévisions qui sont menacées de dissolution, qui ont cumulé un déficit de plusieurs dizaines de millions d'euros, qui ont une trésorerie négative, qui ont des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, quand vous voyez que certains députés prônent le statu quo et refusent même qu'on puisse émettre la moindre recommandation pour sauver ces entreprises, je vous avoue que ça me dépasse. Moi, je viens du monde de l'entrepreneuriat. J'ai peu d'heures de vol politique à mon actif. J'ai été élu il y a un peu plus d'1 an et demi. Et je continue à trouver étonnant et même indigne de notre vocation de parlementaire, puisque à l'Assemblée nationale, on ne fait pas que voter des lois. Voilà. C'était donc une victoire pour lui, et pour le préciser, le rapport sera publié lundi. Le rapport sera publié lundi avec peut-être quelques aménagements. Je vous propose d'écouter peut-être Jérémy Patrielletus, qui était le président de cette commission. Écoutez ce qu'il disait chez nos confrères de France Inter ce matin. Vous avez raison, je l'ai voté. Et j'ai été le seul à le dire avant d'avoir lu le rapport. Je me suis opposé au rapporteur. J'ai combattu ses méthodes tout au long de la commission d'enquête. Vous avez raison, les insinuations, les accusations sans preuve, les calomnies. J'ai même suspendu, les auditeurs le savent, la commission quand j'ai considéré qu'elle se transformait en tribunal politique. Mais contrairement à ce que j'ai lu, je ne me suis pas couché devant l'extrême droite. Je combats l'extrême droite, maintenant plus que jamais. Mais je l'assume ici. Voilà, et on avait ce matin Laurent Jacobelli qui était l'invité de Jean-François Aquili. Écoutez ce que lui répondait à toutes ces attaques. Cette commission était presque un procès politique de Charles Aloncle. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. C'était un peu ça. Politique, vous dites. Oui, c'était un peu ça. Grosso modo, on lui reprochait de mentir sans être capable d'afficher un seul mensonge. On lui reprochait finalement de dire la vérité sur un service public qui, aujourd'hui, fait de la gabegie son mode de gestion et fait de la gauche son orientation politique. Et ils ont retrouvé, avec un PS très virulent, des défenseurs. Évidemment, c'était un renvoi d'ascenseur, beaucoup de mauvaise foi dans cette commission et une peur de la vérité qui est assez inquiétante en démocratie. Procès politique ou pas alors pour vous, Benjamin Cauchy ? Oui, je crois que pour cacher cette aspiration des députés à faire des recommandations, j'ai trouvé qu'il y avait un déni de démocratie à refuser cette potentielle publication. Donc c'est une bonne nouvelle pour la démocratie et pas pour l'extrême droite ou pour l'UDR ou pour Charles Aloncle. Il a fait un bon travail. Je serais tenté de dire aussi que le président de la commission a été aussi courageux, puisque je pense qu'il a dû être tiraillé entre des demandes qui dépassaient largement la salle des commissions et puis finalement ce qui se passait dans la salle. J'irai pas plus loin, mais pour le coup cette commission nécessitait absolument d'être, en tout cas son rapport d'être publié, et maintenant il faut absolument que le service public en prenne considération. Donc c'est pas une victoire politique pour moi, pour Charles Aloncle, c'est une victoire des citoyens face à une dépense qui est extraordinaire. Excusez-moi, c'est pas une victoire quand c'est à 2 voix près. Moi, je trouve très inquiétant qu'on ait failli ne pas le voter. Gabriel Attal disait non, on va pas se mouiller. C'était encore du en même temps. Il dit je l'ai pas lu donc je vote pas. Vous savez, Valérie, cette polémique sur la publication ou pas la publication du rapport Aloncle, en fait, elle sert tout de même à masquer le fond de ce que la commission a révélé. Par exemple, elle a révélé, et on le voit bien, que le bilan des mandats de Mme Ernotte est une catastrophe. Delphine Ernotte, tout de même, présidente de France Télévisions, il faut rappeler qu'elle a été imposée par l'Élysée à l'époque
contre le choix de l'Arcom qui avait choisi Pascal Joseph. Et comme par hasard, toutes les archives des délibérations ont disparu. Ça, c'est une des choses, un des faits révélés par cette commission, ou en tout cas sur lequel on a permis de remettre tout ça à jour. Et puis c'est ces millions, des dizaines de millions d'euros de gabegie du service public. On est 126 000 euros de frais de représentation tous les jours. Et puis tout ça, et ça me navre, c'est pour garder de l'argent sur des opérations de ludiques, de flux, des émissions de flux qui n'ont pas toujours grand intérêt, là où en ce moment France Télévisions, qui se sent quand même obligé de réduire ses dépenses, sabre dans les œuvres de fiction, c'est-à-dire des missions, des travaux de comédiens, de scénaristes, de réalisateurs, qui sont aujourd'hui amputés, et les œuvres de fiction que le service public devrait financer ne sont plus financées de la même façon. C'est assez dramatique. On a Fabien en ligne avec nous. Bonjour Fabien. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Oui, qu'est-ce que vous vouliez nous dire sur vous l'avez suivi cette commission, je crois que vous nous aviez appelé. Oui, avec Charles Lalonde. Téléphone, oui, effectivement. Et donc c'est vrai que moi j'avais donc suivi un petit peu le dossier comme vous l'avez dit. Je pense que c'était un boulot qui était assez important de pouvoir suivre un petit peu tous ces dysfonctionnements qu'il y a à France Télévisions, parce que comme vous l'avez rappelé, c'est un service public qui est payé avec nos impôts, et je pense qu'on a le droit de voir comment le service est géré. Donc qu'il y ait des contrôles qui soient menés, etc., qu'il y ait des questions qui soient posées, c'est normal. Après, dans la façon dont ça a été fait, je pense que on a vu il y a des échanges qui étaient un peu tendus, le climat était un peu mauvais. Et en fait, j'ai l'impression que des fois, ça ressemblait plus à des confrontations, en fait, qu'il y avait des gens qui se retrouvaient en porte-à-faux, plus qu'à des vraies questions, finalement. Je pense qu'il y a eu, je pense que M. Allon, pour être honnête, est allé un petit peu loin dans des fois le comportement. Il a manqué de précision parfois dans la méthode, quand même. C'est ça. Et donc le problème, c'est que ça brouille un petit peu le message qui est envoyé. Ouais. Et finalement, en tout cas, moi, de mon point de vue, je trouve que c'est pas forcément un bon message, parce que on se concentre pas forcément sur le cœur du problème, mais plutôt sur les échanges et les polémiques que ça a créé. Ouais, et donc, j'espère que ça fera pas plus de mal, en fait, que le bien qu'on espère que ça fera avec les effets attendus. Oui, mais après, c'est qu'est-ce que ça va devenir. Et puis moi, ce que je pointais là tout à l'heure en introduction, c'est que j'entends des députés qui faisaient partie de cette commission qui s'en prennent à Charles Lalonde, mais il y a rien de concret dans leurs argumentations. C'est-à-dire, c'est politique, c'est l'extrême droite qui a gagné, mais qu'est-ce qui dans ce rapport est préjudiciable ou susceptible d'être tendancieux? Entrez pas dans leur jeu, Valérie. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le contenu de ce qu'a révélé. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je voudrais. Non, mais je voudrais que ces députés disent. Quand ils disent il ment ou il est approximatif, qu'ils nous disent ce n'est pas vrai, il n'y a pas de gabegie, il n'y a pas de problème politique, c'est-à-dire qu'ils sont pas sur le fond. Il y a les conflits d'intérêts, il y a le problème de l'argent. On voit bien que cette année, malgré tout, on voit bien que cette année Cannes ne sera pas aussi festif, qu'il y a des consignes qui ont été données. Je le tiens de la part de la bouche de certains qui vont aller à Cannes, où on leur a dit vous ne vous montrez pas, vous ne faites pas la fête, non mais il y a les stars qui seront logés dans un hôtel chic, et les autres ils sont au Pierre et Vacances un peu plus loin, quoi. Donc oui, mais sauf que s'il n'y avait pas eu ça, on n'en aurait pas parlé. Et on est d'accord. Et donc cette commission d'enquête, elle était indispensable. Vous oubliez quelque chose, c'est que en fait c'est la gauche, c'est un mouvement de gauche qui a refusé la commission, qui a refusé d'écouter, qui a refusé de donner des arguments au nom de la gauche, parce que c'est la gauche qui tient l'audiovisuel public, il faut quand même le dire, qui le tient complètement et qui gère ça. Et donc c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué. Ils ont refusé de participer de quelque façon que ce soit, même pour donner des objections. Vous savez, moi qui ai fait ma carrière, une bonne partie de ma carrière, la moitié de ma carrière au moins, dans le service public de radio et de télévision, France 5, c'est dans l'air, et puis France Inter pendant des années, et France Info. Eh bien, ce qui me navre, c'est que le service public, c'est indispensable. On a le droit d'avoir les médias, on a le droit d'avoir les médias Bolloré, on a le droit d'avoir les médias de la grande conscience de gauche Pigasse qui impose
une ligne à ces journalistes. Donc très bien, on a le droit de tout ça, mais il faut qu'il y ait un service public indépendant, avec des confrères, avec des consoeurs, qui soient. Non, enfin, ça c'est une autre discussion. Mais il faut qu'on maintienne un service public qui garantisse l'indépendance, voilà, et la dimension. Je suis d'accord. Est-ce qu'on a besoin d'autant de chaînes? Moi, je suis inquiet pour le service public à cause de tout ça. Oui. Est-ce qu'on a besoin d'autant de chaînes? C'est un autre sujet. Ah non, c'est le même. C'est un même sujet. L'indépendance éditoriale, c'est autre chose. Je suis d'accord. C'est un autre sujet que la bonne gestion. Mais vous savez très bien qu'on a un peu travaillé ensemble. Moi, si je viens vous voir et je vous dis, je vais raconter ça et ça, et que vous corrigez un peu mon papier, je vais pas être vraiment dépendant. Non, mais ça, c'est autre chose. C'est l'activité quotidienne. Quand vous avez un rédacteur en chef... c'est normal, il fait son travail, un rédacteur en chef. Il est là pour chefer la rédaction. Oui, mais il met sa patte. Pardon, et donc, vous, en tant que journaliste, vous n'êtes pas vraiment libre. C'est un peu normal, peut-être, non? Mais c'est normal. Je sais pas, je pose la question. Moi, j'ai commencé, j'ai eu des gens comme Jacques Chancel ou moi aussi, j'ai travaillé avec Jérôme Jacques Bellet, pendant 3 ans. qui m'ont expliqué que là, je me trompais. Et ils avaient bien raison, et ils m'ont rendu service. Ils m'ont appris le métier. Voilà. Donc, non, il faut pas non plus. Vous voyez. Mais sur l'une des préconisations de Charles Aloncle, c'est de supprimer France 4. Qui est une chaîne qui ne sert à rien, effectivement, de fusionner après. Moi, je pense que c'est bien. Non, mais c'est un sujet trop sérieux pour aller trop vite, à mon avis. Je suis d'accord. Il y a trop de chaînes. Non, mais peut-être. Trop d'antennes. Il parlait de 100 antennes pour le service public. Donc, il y a peut-être à voir là-dedans. On va y revenir. 0826 300 300. En tout cas, moi, à je tout de défends suite. le service public. 10h midi, mettez-vous d'accord. Le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Quelques mots encore sur ça. Alors, qu'est-ce que ça va donner, ce rapport? Il va être publié, puis rien. Il faudrait que c'est ou la ministre de la Culture, je ne sais plus. Oui, c'est la ministre Madame Pégard. Catherine Pégard assume son genre. Je connais que le 11 officiel, je connais pas les remplaçants. Non, je suis taquin avec elle, mais pour le coup, c'est à la ministre de la Culture de prendre en main ce sujet à bras-le-corps et de se dire, bon, voilà, Madame Ernotte, qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense du mal, très bien, mais nous, en tant que responsable des deniers publics, je pense qu'il y a des préconisations qui sont à retenir. Sauf votre respect, je voudrais vous rappeler tout de même qu'avant Catherine Pégard, il y a eu une ministre de la Culture, qui s'appelle Rachida Dati, qui avait décidé de s'attaquer précisément à une réorganisation du service public pour essayer de réduire ses dépenses et ce déficit qui ne respecte pas non seulement les téléspectateurs et les auditeurs, mais aussi tout simplement les citoyens, puisque c'est de l'argent public et qu'il y a de la gabegie et qu'il faut trouver... Est-ce qu'un ministre de la Culture a le pouvoir de décider? Évidemment, vous faites un décret, vous faites une loi. Seul, mais il y a un président de la République. Catherine Pégard, elle a passé très longtemps à l'Élysée, là, elle... Non, mais elle vient d'arriver, donc faut voir. Ça sent plutôt les découpages de ruban, si je puis me permettre. On n'est pas dans le rapport de force politique à un an de la présidentielle. Mais ça sera un enjeu. Ça sera un enjeu pour la présidentielle. Moi, j'ai l'impression qu'on ne peut pas décider. Si tout d'un coup on supprimer 3 chaînes, le ministre de la Culture, ça fait un drame absolu. Vous avez les moins de 25 ans qui consomment du YouTube. Enfin, pardonnez-moi de les citer, mais il y a une réalité aussi. Ça mériterait d'en parler très longuement. Mais effectivement, quelle est l'utilité du service public aujourd'hui d'avoir autant de chaînes de diffusion, alors qu'on voit que les nouvelles générations utilisent l'écran d'une autre manière, avec les YouTube, avec les podcasts. Et donc là, effectivement... Alors, il y a 2 chaînes du service public. Il y a Oku et Slash bien sûr. sur les réseaux. Oui, il y a 2 chaînes. C'est très suivi, ça? C'est très suivi, mais c'est très anglais, comme dirait Valérie. Oui. Et hier, ils ont publié d'ailleurs la première fiction en verticale. Oui. Pardon. C'est-à-dire que quand vous regardez votre écran, vous êtes obligé de le mettre comme ça. Et bien là, ça a été filmé pour que vous puissiez le regarder comme ça. En format smartphone. Pourquoi on ne peut pas reprocher au service public de s'adapter? Bien sûr, ils ont raison. Au nouveau. Non, mais c'est clair qu'en termes d'innovation, mieux vaut faire des produits comme ça que se faire un interville avec une vachette en plastique. On est bien d'accord. Allez, je voudrais qu'on parle des maboules. Macron épingle les maboules qui veulent se fâcher avec l'Algérie. Plusieurs choses. Déjà, il y a les maboules, le terme employé. C'est arabe comme terme. Ça veut dire fou en arabe. Oui, c'est apparu au 19e en France. Bravo, Sophie. Oui, j'ai regardé parce que je trouvais ça étonnant. Parce que, en fait, ce qui intéresse tout le monde aujourd'hui, plus que le fond, c'est le terme maboule. Oui. C'est extraordinaire. Mais est-ce qu'un président devrait dire ça? Est-ce qu'un président de la République devrait parler des maboules qui veulent se fâcher avec l'Algérie? Il dit alors on va l'écouter parce qu'il est revenu aussi. Je trouve que ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'il dit sur les médecins étrangers, les médecins algériens qui sont en France. Écoutez. L'intégralité des médecins qui étaient là aujourd'hui sont des praticiens hospitaliers qui ont été formés hors de France et qu'on a régularisés après les tests. Et donc je pense que c'est très important de
dans la période qui vient, de ne pas accepter l'esprit de réduction, de caricature. C'est important de pouvoir coopérer avec des pays en ayant un dialogue exigeant, en défendant nos intérêts, ce qu'on fait. Est-ce que vous visez Bruno Retailleau? Non, je ne vise personne. Je suis dans une approche positive. Je dis qu'on a besoin de ces femmes et ces hommes qui servent notre pays. Voilà, allez dire à tous les maboules qui nous expliquent qu'il faudrait se fâcher avec l'Algérie, c'est ce qu'il a dit en visitant l'hôpital de Lavelanet dans l'Ariège. C'est encore le bordel, a-t-il dit, c'est un truc qui me rend dingue, c'est la folie du système français à propos des médecins diplômés en dehors de l'Europe, en fait, qui sont obligés de repasser effectivement des diplômes. Il dit on ne leur facilite pas la vie en leur faisant repasser le concours. Enfin, le bordel, les maboules, on ne sait pas qui c'est, mais surtout Valérie, en plus, d'abord effectivement ce vocabulaire pour être branché. Je trouve que voilà, un président de la République n'a pas besoin de ce vocabulaire. Il ne devrait pas dire ça. Il ne devrait pas dire ça. Mais surtout, je trouve que c'est très grave parce que je ne peux plus supporter le président de la République qui dit le système français. Quand on élit un président de la République, c'est pour qu'il soit justement à la tête de ce système, qu'il puisse faire changer les choses. Surtout au bout de 2 mandats. Mais surtout au bout de 2 mandats. C'est plus supportable. Alors maintenant, je voudrais aussi faire des réflexions. Je suis pas d'accord. Tous les médecins que je connaisse ont fait repasser des examens. Oui, parce que nous avons dans certains pays des examens de médecine qui sont beaucoup plus faciles et qu'on a besoin d'une qualité que jamais. En France, les hôpitaux n'ont eu autant d'erreurs médicales et de problèmes après les opérations. Là, vous faites le lien. Non, je fais lien avec le système médical français. Ouais. Bon, là, aujourd'hui, il y a une décrépitude et donc c'est grave. On a envie de se poser des questions sur tout ça. Que l'on évalue et qu'on ait une capacité à évaluer le niveau et la qualité d'un praticien, quelle que soit l'origine de sa formation, évidemment. La Roumanie, le Portugal, où beaucoup de jeunes Français vont faire leurs propres études de médecine, ou que ce soit l'Algérie où il y a très très bons médecins, il y a de très très bons médecins algériens qui viennent en France, beaucoup, simplement que notre système ait une capacité à évaluer leur niveau. Bien sûr, ça Moi, je veux dire un mot à propos mais le président de la République, il trouve pas ça normal. Il trouve qu'on devrait les laisser exercer. Genre, vous allez aux États-Unis, vous allez au Canada. Il n'est pas respecté par les règles elles-mêmes. Il ne les respecte pas. C'est-à-dire qu'en disant cela, il ne respecte pas son propre droit. Absolument. Mais vous allez aux États-Unis, au Canada, les médecins étrangers qui arrivent doivent repasser leur diplôme. C'est ce qui me paraît normal. Alors, je fais peut-être diversion. Je fais peut-être diversion, mais moi, quand on parle de l'Algérie en ce moment, je n'ai qu'un nom et qu'un prénom en tête. Christophe Glaise. Un confrère qui est emprisonné pour rien, parce que il a eu le malheur de discuter à un moment donné avec des indépendantistes kabyles, que ça touche à la sensibilité entre le pouvoir, le rapport de force entre le pouvoir et les autonomistes kabyles. Bon, très bien, c'est un sujet qui n'était pas le sien. Lui, il venait pour parler d'une équipe de football, certes kabyle, qui est importante là-bas et que le public vénère là-bas en Kabylie. Bon, très bien. Et le pauvre se retrouve aujourd'hui dans des geôles. Il faut libérer Christophe Glaise. Si le pouvoir algérien nous écoute et que M. Tebboune l'entend et qu'on sert un tout petit peu à ça, moi je le dis, il faut libérer. Sans compter, pardonnez-moi, que ceux qui ont fait libérer Boualem Sansal, et on voit en plus toutes les histoires qu'on a depuis, ce sont les Allemands. Oui. C'est-à-dire qu'ils nous ont aidés, en effet. Ils nous ont énormément aidés, c'est grâce à eux. Et donc il faut arrêter de se mettre à genoux devant l'Algérie qui... Non, mais cette phrase est quand même assez dingue, parce que ceux qui refusent, encore une fois, je le répète, de reprendre les OQTF, qui ont détenu Boualem Sansal, qui détiennent toujours Christophe Glaise, qui en est à 300, je crois qu'il en est à 304 ou 305 jours de détention, et la ministre de la Culture vient d'arriver, mais on pourrait aussi l'entendre sur le sujet. On est complètement... mais on est face à quoi? On est face, alors que c'est un peuple formidable, qu'on a une histoire avec l'Algérie qui est très ancienne, mais on est face à un système qui est un système soviétique, il faut juste le rappeler. Et pourquoi ils viennent là, les médecins algériens? Une caste qui dirige ce pays. Parce qu'il y a des accords bilatéraux qui sont favorisés entre la France et l'Algérie. Mais pourquoi ils restent pas dans leur pays? Ils sont mieux payés ici. Je ne sais pas s'ils sont mieux payés ici. Sans doute le pouvoir d'achat est plus important en France qu'en Algérie. Il y a quand même deux choses sur le sujet d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Algérie. Il y a effectivement, il y a un appel d'air sur tous les médecins. On en
a besoin ici. La forme est regrettable. Parler de Maboul, c'est déjà perdre de la crédibilité. Vous avez la moitié des auditeurs qui vont lâcher en disant pourquoi Emmanuel Macron parle encore de cette manière. Donc déjà, on décrédibilise un sujet qui est extrêmement important. Absolument. Et sur le fond, quand il dit qu'il ne faut pas se fâcher avec l'Algérie, défendre ses intérêts, ce n'est pas se fâcher, c'est se faire respecter. Et je crois que c'est ce gap-là. Et en aucun cas, on se fait respecter. Respecter. Donc le fait d'avoir une terminologie un petit peu facile, il n'y a qu'à traverser la rue, nous sommes fiers d'être des amateurs, aujourd'hui on parle de Maboul, ça sera quoi la prochaine esclandre présidentielle? Ça décrédibilise un sujet qui mériterait beaucoup plus d'attention et de rigueur. On parlait des prisons au début d'émission, mais il faut regarder, il y a des prisons comme Seyss, à côté de Toulouse, vous avez quasiment 65% d'Algériens dans la prison, de prisonniers algériens. Donc il y a un vrai sujet. On peut relier tous les sujets. L'Algérie est un véritable sujet, on a beaucoup de choses à mettre sur la table, et ça mérite beaucoup mieux que de jouer au docteur Maboul. On n'a pas d'actualité aujourd'hui qui nous permette d'aller sur ce sujet, Valérie, mais enfin, moi ça me navre de retrouver une polémique avec l'actuel président, alors que le sujet c'est qui on va choisir dans un an. Et on est entré dans cette campagne, et voilà, et évidemment j'aimerais bien que ce soit un ou une candidate qui ne soit pas issue des extrêmes. Quand on est candidat, on ne peut rien dire de courageux. Disons-le, ils sont candidats. Ils séduisent des clients. Mais comment on va faire qui? Mais de ce point de vue-là, il faut bien reconnaître qu'il y en a un qui a eu une parole différente. C'est pas forcément mon candidat, mais il y en a un qui a eu une parole différente. Non, c'est Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, à un moment donné, il lui a rendu service, c'est Emmanuel Macron ce matin finalement. David Lisnard est le seul libéral qui ose dire les choses. Pas le seul. Bruno Retailleau l'a dit, il a même quitté le gouvernement à cause d'un de ces sujets en tout cas, moi, c'est le seul qui a le courage de dire ce qu'il pense. Pour l'instant, c'est le seul. Oui, il lui a répondu, vous avez raison. Il lui a dit, je vais lui répondre calmement, mais fermement. Ce faux prétexte ne vise qu'à dissimuler les vrais problèmes. C'est ce qu'a répondu Bruno Retailleau. Et il répète ce que j'évoquais, c'est-à-dire le problème, ce ne sont pas les médecins algériens, mais les centaines de QTF dangereux qui n'ont plus rien à faire en France et que le régime d'Alger refuse de reprendre. Le problème, ce sont les barbouzeries de ce régime sur notre propre sol, la détention de Christophe Glaise. Il évoque évidemment Kamel Daoud, prix Goncourt, qui vient d'être condamné à de la prison sans aucune réaction du président de la République ni de la ministre de la Culture. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Pourquoi est-ce que le président se couche devant l'Algérie? 11% Parce qu'il y a des accords, 15% de pétrole. Voilà. Oui. Bon, voilà, j'ai la réponse. Voilà, vous avez la réponse. Avec plaisir. Bien sûr. Non, mais c'est ça. Il y a une réalité géopolitique aussi dans tous les éléments. Dans un contexte on peut diplomatiquement dire les choses sans se coucher, comme vient de l'évoquer Sophie. Parce que là, on se couche, on est à plat ventre quand même devant l'Algérie. Oui. On se retrouve. Ouais. Ah bon. Non. Moi, je reprendrai pas ce terme-là, mais parce que c'est des allers-retours permanents, à la fois de bras de fer, à la fois où on se dorlote. Enfin, c'est pas sérieux. Ils nous dorlotent pas beaucoup, eux. Non, mais effectivement, Madame Pégard, sur la détention de Christophe Glaise ou sur la condamnation de Kamel Daoud, je ne crois pas avoir entendu quoi que ce soit. Je veux dire, c'est assez dingue. On se retrouve dans un instant pour vos coups de cœur, vos coups de gueule. À tout de suite. 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, on continue de débattre. Alors, les vacances en France, allez-vous partir en vacances? Est-ce que on avait évoqué le sujet à cause du prix de l'essence, on avait eu des auditeurs qui nous disaient qu'ils avaient renoncé à certains projets, à certains déplacements en raison du prix de l'essence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est dans le Parisien, de bonnes vacances sans inquiétude pour le budget. Plus de la moitié des Français plébiscitent leur pays cet été. Alors 0826 300 300. Est-ce que vous avez modifié vos projets de vacances ou même purement et simplement est-ce que vous les avez annulés? C'est ce que nous avaient dit certains de nos auditeurs. Cet article nous apprend que les États-Unis n'ont plus la cote, que les touristes bloqués dans les pays du Golfe fin février, on a un petit peu fait peur sur les longs courriers. Dites-nous ce que vous ferez vous pendant les vacances. Qui peuvent paniquer les gens. Et les vols annulés.
annulé, effectivement, on voit que Transavia a annulé un certain nombre de vols. Alors, c'est des vols en semaine, sur des courts courriers. Pourquoi ils ont annulé? Parce que pour garder du kérosène, pour garder leurs réserves et regrouper des passagers sur des vols qui n'étaient pas forcément pleins. C'est une bonne gestion, on est content. C'est une bonne gestion. Mais de toute façon, là, quoi qu'il arrive, il paraît que même si ça s'arrêtait dans 3 semaines, c'est dont on rêve, on en a au moins pour 2 ans pour tout récupérer économiquement, ce qui s'est passé. Nous ne citerons pas, et vous le citez très bien sur cette antenne, encore le drame du plastique, les hôpitaux qui vont manquer de seringues, de masques, de gants etc. latex, de bas de nylon, c'est pas très glam, mais c'est ça, des bas de nylon, des bas de contention en nylon qui sont faits avec le plastique. Je voudrais quand même finir juste le point qui est intéressant, c'est que nous avons à Éthique le syndicat Plastalliance, Joseph Taillefer, souvent invité chez vous, qui est formidable. Ça a été l'ennemi public numéro 1. C'était effroyable. Il faut les supprimer. On supprime les pailles. On met tout ce qu'on a entendu sur le plastique qui nous empoisonnait toute la journée était honteux. On les soutenait parce qu'on savait ce qu'il en était, qu'il était très compétent avec des boîtes formidables. Et tout d'un coup, c'est extraordinaire. Le plastique, c'est. Mais là, on parle des vacances. On parle des vacances. Non, mais c'est le pétrole. On parle du pétrole. Mais on parle des vacances. Est-ce que les Français partiront moins en vacances? Est-ce que vous, auditeurs de Sud Radio, avez changé vos plans? Je sais pas. Vous constatez quoi autour de vous, Thierry Guerrier? Non, mais les gens parlent beaucoup quand ils veulent voyager, par exemple en avion. Évidemment, les gens parlent beaucoup du coût. Et ils s'inquiètent peut-être des annulations, mais déjà du coût et du surcoût quand ils n'ont pas encore réservé pour des voyages, même ne serait-ce qu'en Europe, par exemple. Voilà. Mais c'est légitime, je comprends les gens. Mais en tout cas, il y a une vraie tendance et on voit, alors l'un des baromètres, c'est assez amusant ce que raconte cet article, c'est les ventes de guides du routard. L'évolution des guides en particulier. En train beaucoup, vous savez qu'on voyage beaucoup en Europe en train. Et moi, je pense à ceux qui ont besoin, pardon, je ne fais pas de démagogie, mais je travaillais aussi avec ma voiture. La Normandie, toute une série de départements pour lesquels je travaille, le coût de nos carburants pour les artisans, pour les agriculteurs, c'est un vrai sujet en ce moment. Maintenant, on est face à une guerre que nous n'avons pas déclenchée, nous les Européens, donc il ne faut pas se tromper d'interlocuteur. Là, le gouvernement, malheureusement, il fait ce qu'il peut, et il ne pourrait pas grand-chose. Même en France, les prix des billets ont augmenté. Une amie me disait, elle voulait partir à Biarritz avec ses 2 enfants, à 4, elle en avait pour pratiquement 4 000 € aller-retour. C'est un Paris-Nice, c'est 600 €. 650. C'est totalement délirant. Là, vous avez Volotea qui augmente les billets jusqu'à 14 € sur des courts courriers, là, annoncé ce matin. Ça veut dire que vous avez déjà pris votre billet, vous allez recevoir un mail ou un SMS en vous disant, si vous voulez maintenir votre billet pour la semaine prochaine, c'est plus 11 à plus 14 €. Ils ont le droit de revenir ensuite. Dans les conditions de vente. Sinon, on aurait acheté tout de suite les billets. Cas de force majeure. Et effectivement, vous avez 3 tiers de Français. Vous avez un premier tiers qu'on n'a rien à faire. Et de toute façon, si Air France augmentait de 100 € son billet, ça les empêchera pas d'aller à Sao Paulo ou à Saint-Pétersbourg. Peut-être pas Saint-Pétersbourg, à Johannesburg plutôt. Vous avez ce deuxième tiers qui commence à arbitrer, mais qui arbitre sur son épargne. Et c'est ces gens-là que vous avez vus pendant les vacances de Pâques sur les routes normandes ou par chez moi en Occitanie, entre Toulouse et la côte méditerranéenne. Il y avait encore des bouchons entre Narbonne-Plage et Toulouse. Donc, parce que ce deuxième tiers arbitre, au lieu de mettre, ça va peut-être faire hurler des auditeurs, mais il y a des gens qui sont en capacité de mettre 500 à 1000 € par mois d'épargne. C'est mon métier, donc je peux vous le dire. Ces gens-là, ils vont arbitrer de 50 ou 100 €. C'est pas grave sur leur épargne. Et puis, vous avez ce dernier tiers qui ne part pas en vacances à Pâques, qui ne part pas en vacances à Noël, qui ne part en vacances que l'été. Et donc, ces gens-là, effectivement, ils ont 15 jours de vacances. C'est la grande transhumance, comme disait Charles Trenet. On descend toute la France. Eux, ils ne partent que 15 jours. Et effectivement, le fait que le plein augmente de 50 € à l'aller, 50 € au retour, ça va poser problème. Et je pense qu'on va vraiment sentir dans les semaines qui viennent cette France silencieuse qui n'est pas dans les rues, qui n'est pas sur les ronds-points, qui n'a pas mis de gilet, que vous n'entendez pas par rapport à cette crise énergétique et du pouvoir d'achat. Mais ces gens-là, ils vont commencer à s'énerver parce qu'ils vont vouloir au moins offrir des vacances à leurs gosses. Et c'est ces gens-là qui vont le plus souffrir. Oui, mais j'espère que ces gens-là, ils prennent pas l'avion. Ils prennent le Nevada break avec la caravane. Oui, c'est ça. Espérons que Trump ne leur ait pas gâché leurs vacances, parce que au départ, c'est tout de même personne en Europe qui est responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais c'est les conséquences, comme dirait Emmanuel Macron, de ce foutu détroit d'Ormuz. C'est quand
même ce qu'il a dit aussi. Hein, pour ajouter, je voudrais, à propos de pétrole, dire une chose qui est absolument pas à la mode et qui va faire de moi le plus grand des réactionnaires, sans doute. Mais je voudrais vous rappeler que la France a des réserves en pétrole dans ses sous-sols. Donc je dis ses sous-sols parce qu'il s'agit des sous-sols dans l'Hexagone et sans parler de minerais, d'un certain nombre de choses autres. Nous nous interdisons depuis des décennies d'aller puiser à la fois notre propre pétrole en Guyane par exemple ou dans l'Hexagone. Et bien voilà, nous sommes aujourd'hui les victimes et on va hurler en disant que c'est la faute du gouvernement. C'est très compliqué. Tout ça est un cercle vicieux de gens qui nous vendent la décroissance et des chimères. Dans la réalité, socialement, il y a un impact considérable et c'est le contraire du progrès et notamment du progrès social. C'était très compliqué à l'époque d'aller creuser des puits. Non mais refaisons pas le passé. Le sujet, c'est demain. Est-ce qu'on veut décider que la France soit un pays qui sauve son économie et son industrie pour sauver son système social? Enfin, heureusement, on a Total. Non mais vous ne répondez pas à ma question. Ma question c'est... Je ne sais pas s'il faut se mettre à creuser pour faire des puits de pétrole. Je ne sais pas. Notre modèle économique et notre industrie pour pouvoir sauver notre modèle social. C'est ça l'enjeu. L'enjeu que ne perçoivent pas les gens. Les gens disent mais que fait le gouvernement? Non, notre vrai sujet c'est qu'il faut développer notre économie. Je voudrais quand même vous raconter une anecdote. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous, Sophie de Menton, sur le fait de développer et de sauver notre système économique? Je vais vous donner, pour répondre à votre question, une anecdote incroyable. Il fallait fabriquer des masques. Il y a une usine qu'on connaît bien, qui s'est précipitée. On a même empêché qu'il soit obligé d'attendre le permis de construire son usine. Il a construit l'usine pour les masques. Il y a des boîtes qui se sont jetées dessus pour commander les masques au début. Et puis il y a eu un énorme appel d'offres parce qu'il fallait que l'État ait des masques. Il y a eu un appel d'offres. Eh ben, qu'a choisi l'État? La Chine. L'État français a choisi la Chine pour acheter ses masques. Cette usine qui s'est créée comme ça, il y en a des dizaines. En faisant des masques, qui s'est créée en faisant des masques, est au bord de la faillite. Et elle pourrait encore d'ailleurs réagir parce qu'on va en avoir besoin. Et c'est des choses comme ça qui sont inimaginables. Je crois que ce sera un des enjeux de la prochaine élection présidentielle, sauver notre économie et notre industrie pour sauver notre système social. Ça, j'aimerais bien qu'ils le comprennent. On a Alain en ligne avec nous. Bonjour Alain. Non, il n'est pas là. Bon, on va changer de sujet. On a des auditeurs qui nous disent qu'ils vont, eux... alors Stéphane nous dit, moi je partirai coûte que coûte. Et une autre auditrice de Montpellier qui disait qu'elle ne pouvait pas partir en vacances à cause de la hausse du prix de l'essence. Donc heureusement, Montpellier, c'est bien comme région. Oui, mais quand vous avez envie de partir aussi en vacances. Oui, mais c'est pire dans des régions... Mais il a raison, Benjamin Cauchy, c'est que dans les semaines qui viennent, cette France silencieuse qui subit, il y a un moment, ça va peut-être... Ça va coincer parce que c'est ces gens-là qui vont vouloir partir en vacances. Oui, mais j'espère que ça va pas coincer, parce qu'il faut aussi que les Français comprennent qu'on n'y peut rien, là. C'est pas parce qu'ils vont défiler dans... Non, mais attendez. On n'y peut pas rien. Enfin, franchement... Je vous écoute. Je dis que nous sommes responsables à 100% de tout ce qui se passe. Depuis des années. Pas les Français. Non, depuis des années. Mais les Français, ce que je veux dire, c'est que dans la situation actuelle de guerre qui était extrêmement difficile, c'est pas parce qu'ils vont descendre dans la rue qu'il se passera quelque chose. Donc je crois qu'on a besoin de bosser plus, alors qu'il y a toute une partie de la France qui disent qu'il faut une semaine de 4 jours. Je pense qu'il faut qu'on soit tous responsables. Autant on a été mauvais, autant il faut qu'on soit bon et qu'on respecte les entreprises, autant il faut bosser. Et je ne suis pas du tout d'accord pour que si les Français peuvent pas prendre de vacances, ils descendent dans la rue. Ça sert à rien. Non, ils vont pas descendre dans la rue. Ils n'iront pas dans la rue. Pardon, Sophie, pour l'instant personne n'en parle, mais je vais vous dire, mieux que ça, les gens bossent, les gens tous les jours travaillent. Et moi, c'est encore heureux. Non, mais bien sûr. Mais donc, il y a une forme de résignation et de désespérance, c'est ça que je voulais dire. Non, mais surtout, je me dis, mais où est la polémique qu'évoque Sophie de Menton? Personne ne demande aujourd'hui pour essayer de régler le problème du pétrole ou de son coût, de faire la grève ou de sortir dans la rue. Personne. La gauche demande qu'on travaille moins. Non, ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Encore autre chose. C'est une idéologie. Oui. On va se retrouver dans un instant avec vous et on va évoquer pour le coup vos coups de cœur et vos coups de gueule. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous jusqu'à 11h, jusqu'à midi, pardon, et déjà 11h45 sur Sud Radio. Ce qui a retenu votre attention dans l'actualité, Thierry, c'est un sujet dont on a parlé, mais dont on ne parle pas assez, ce qui se passe au Sénégal. Oui, c'est un coup de gueule contre ce nouveau régime au pouvoir au Sénégal, un pays d'Afrique de l'Ouest quand même qui était une démocratie qui était très respectueuse des droits de l'homme. Léopold Sédar Senghor,
président sénégalais, Abdou Diouf, son successeur socialiste. Eh bien, chez eux, les droits de l'homme, et en particulier ceux des minorités, des homosexuels en particulier, étaient respectés. Et puis là, on a ce nouveau régime qui est au service des frères musulmans, notamment, en tout cas d'un islamisme radical sans commune mesure. Ousmane Sonko, le Premier ministre, le président de la République, ils ont fait voter des lois qui sont hostiles aux homosexuels. Il y a un jeune homme de 24 ans qui a été condamné, qui a été donc emprisonné, et puis d'autres aujourd'hui sont arrêtés. Voilà, il faut redire que beaucoup de voix pour s'élever. C'est ça qui est nos assez... consciences ici en France, quelques-uns commencent à bouger, des hommes, des femmes, des intellectuels qui ont commencé à bouger, et il faut le faire sans cesse, le répéter, parce que c'est inacceptable. Oui, ceux qui s'indignent... Et Jean-Luc Romero, avec qui je me suis souvent engueulé pendant les municipales, là je dois dire, il est assez... il y a vraiment des indignations sélectives, c'est-à-dire que là, qui est quand même un sujet grave, important... on n'entend pas... mais au fond, on voit bien que quand les religions veulent se mêler de la loi commune, de la République en l'occurrence, parce que le Sénégal est encore une fois une république et une démocratie qui a fonctionné longtemps dans le respect des droits de l'homme, quand les religions veulent s'en mêler, là-bas ou ici, eh bien, on voit ce que ça donne. Oui, mais surtout que le Sénégal a eu pendant effectivement des décennies cette capacité à faire cohabiter des musulmans, des chrétiens et puis une troisième religion, je crois, tribale. Et donc ça se passait plutôt bien. Il y a beaucoup de pays en Afrique et au Moyen-Orient qui ont encore des grandes difficultés avec l'homosexualité. L'actualité est tellement chargée. Si vous devez prioriser les malheurs, effectivement, je trouve ça dramatique, mais c'est pas un sujet prioritaire. C'est très cynique ce que je suis en train de vous dire, mais il y a tellement de malheurs. Je vous parle de ce que je vois dans un sujet qui m'importe au Sénégal. Bien sûr, la capacité à la fois d'information, de compréhension et de révolte sur tous les sujets fait que malheureusement il y a des sujets qui disparaissent alors qu'ils sont fondamentaux. On peut penser aux femmes afghanes aussi qui sont en train d'être enterrées vivantes. Les gamines mariées de force. Benjamin, si vous permettez, si j'en parle, c'est aussi que nous avons toujours la nécessité de rester sensible à l'idée que même ici, tout est possible, tous les risques sont possibles. Et que quand on finit par installer dans le monde l'idée qu'après tout, ce sont des gens qui ne devraient pas avoir ce type de relation dite contre nature, eh bien c'est une idée, quand elle progresse là-bas, elle peut progresser ici aussi. Nous sommes à l'abri de rien. C'est une lutte permanente. La République et la liberté. La République, elle est le garante de la liberté. La liberté, c'est en République qu'on peut à peu près avoir la garantie de la défendre. Eh bien moi, je dis qu'on doit rester sensible et savoir, en prêchant pour ceux que nous devons défendre homosexuels au Sénégal, nous défendons ici les mêmes. Absolument. Sophie, il y a un auditeur qui dit arrêtez de l'Occident, agent moralisateur de la planète entière, foutez la paix aux autres pays, etc., etc. C'est on a le droit d'avoir une opinion tout de même, et on a le droit, et il y a des rapports de force politique. On a le droit de s'intéresser à ce sujet. Moi, je donne pas de leçons. Je dis simplement que c'était une démocratie et que ces droits-là étaient respectés, qu'ils ne le sont plus aujourd'hui. Et on sait d'où ça vient. C'est notamment un islam radical les frères musulmans qui travaillent au corps, si j'ose dire, monsieur Ousmane Sonko, qui travaille pour eux. Et on peut s'inquiéter pour ce qui se passe au Mali aussi, dont on parle pas. Mais vous savez que cette homophobie existe en France. Enfin, de quoi on parle? On a l'air de se réveiller comme si c'était pas le sujet. Vous avez bien compris que si je le cite, c'est parce que je veux pas que ça arrive ici. Sophie, vous êtes énervée ce matin après Yael Braun-Pivet. Alors on peut peut-être l'écouter. Elle était ce matin chez nos confrères d'Europe 1. Les hommes politiques et leurs entourages qui restent très masculins. Et ça me frappe. Parce que vous voyez, quand on parle, alors c'est des sujets dits féminins, qui ne devraient pas être féminins, mais l'aide sociale à l'enfance, c'est pas un sujet féminin. Pour autant, c'est pas forcément une priorité. Quand on parle de la loi intégrale sur les violences sexuelles et sexistes, c'est un sujet féminin, elle n'est pas à l'ordre du jour de cette dernière année de mandat. Et pourtant, on sait à quel point les violences contre les femmes et les enfants font des ravages dans notre pays. Donc ça a un impact. Quand on parle de la santé des femmes, il a fallu attendre ces dernières années pour qu'on commence à parler de la ménopause. Est-ce que vous trouvez ça normal? On est constitutif de 50% de ce pays, et donc nous devons être dans tous les cercles de décision, quel que soit le niveau. Alors, oui, je suis d'ailleurs très agacée que le gouvernement s'occupe de questions sociétales en permanence dans les entreprises, qu'on ait donné un jour pour règle douloureuse par mois, de quoi je me mêle, et ça c'était ce qu'a proposé le gouvernement. Alors je passe sur le fait qu'il y a des gens et des femmes qui sont malades, etc., qu'il faut arrêter, très bien.
Et là, je suis sidérée qu'elle se plaigne sans arrêt, qu'elle soit la seule femme. D'ailleurs, si les autres doivent être comme elle, j'aime mieux qu'elle soit seule. Qu'elle soit la seule femme au conseil d'administration, autour des tables, etc. Et que ça pas... Et franchement, qu'elle dise la preuve. On n'a pas parlé de la ménopause ces dernières années. Moi, je reste les bras ballants. De quoi la présidente de l'Assemblée nationale, dans l'état où est le pays, dans l'état où nous sommes partout, ce qui se passe économiquement, ce qui se passe sur le plan international, elle regrette qu'il n'y ait pas de femmes parce qu'on ne parle pas de la ménopause. Les bras m'en tombent. Oui, mais c'est-à-dire qu'en plus, ce qu'elle dit est partiellement faux. Les sujets de violence sur les enfants, violence faite aux femmes, ça fait quand même des années que le sujet existe, etc. Donc c'est vraiment de la politique, les hommes et les femmes, la politique politicienne. Mais sincèrement, vous savez quoi, Madame Braun-Pivet, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de préempter l'idée que s'il y a une candidate, une femme à la présidentielle, ça pourrait être elle. Voilà, personne n'est dupe. Elle ferait mieux, je vais faire un très mauvais jeu de mots qui va être très mal perçu, mais ceux qui se souviennent de cette affaire pourront comprendre que quand on dit qu'elle s'occupe de ses poules, c'est une façon de la ramener à ce moment quand même délirant où elle a eu la bêtise de demander à des policiers qui la protégeaient s'occuper dans sa maison personnelle de ses poules. On sait bien que c'est avéré. Bon, franchement, ça n'est pas sérieux. Une maison sans coque. Alors que le sujet de la parité et des femmes en politique ou des femmes dans l'entreprise ou des femmes est un sujet fondamental. Sophie, mais les femmes, non, mais je dis pas le contraire. Non, je dis qu'on arrête aussi d'accuser les hommes. Les femmes aujourd'hui, elles ont ce qu'elles veulent. Vous savez quoi? Conseil d'administration, il y avait un mec génial qu'on n'a pas pu nommer au conseil parce qu'il faut la parité. Et il y avait, et que donc, c'est insupportable. Non, mais ça a été un outil qui a fonctionné, Sophie. Mais je pense qu'on en a fait. On est arrivé à un moment où on en fait trop. Les hommes sont victimisés, ils sont coupables de tout. Ah je suis désolée. On peut pas. Mais si, bon, on n'est pas d'accord là-dessus, Valérie. Non, on n'est pas d'accord là-dessus. Je trouve que autant il faut qu'il effectivement tout ce qu'on sait, qu'il respecte les femmes, etc., qu'il n'y ait pas de violence, on est d'accord. Mais là, je veux dire, il y a une victimisation Sophie, des hommes. J'ai eu, puisque c'était la première fois de ma vie que je faisais ça, comme nouveau candidat aux élections municipales, à devoir établir une liste, évidemment, de 44 noms, de un homme, une femme, un homme. La livre Shabadabada. Pas du tout. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Parce que ça m'a imposé. Tant mieux si vous avez trouvé des femmes, il y en a plein qui ne veulent pas y aller. Mais ça a été pas toujours simple, parce qu'elles ont parfois toute une charge par ailleurs, qui les amène, alors qu'elles voudraient s'engager, à dire, mais non, mais parce que quand même, le travail plus le foyer, c'est compliqué, il faut le reconnaître. Eh bien, voilà. Et on en a trouvé, et on l'a réalisé, et c'était formidable. Et l'obligation de cette quête, moi, j'ai trouvé ça un outil volontariste pour que les femmes soient présentes en politique, assez brillant, et j'ai été heureux de voir m'imposer cette discipline. Partiellement d'accord avec vous. Oui, Stéphane me dit, les enfants de l'ASE sont encore logés dans des hôtels à la merci de tous. Oui, bien sûr qu'il y a des progrès à faire. Scandale, bien sûr qu'il y a des progrès à faire, mais là où je rejoins Sophie, c'est l'argument politique qui, à mon avis, est un peu côté de la plaque. Trop pris à la légère, on sent trop la patte politicienne, comme vous le disiez. Et finalement, ça dessert le sujet. Cauchy, et je vous garantis que dans les boîtes, les hommes sont très contents qu'il y ait des femmes. Évidemment. En revanche, on nous explique qu'on nous oblige. On nous oblige parce qu'on a d'obligation. Si, il y a un moment, moi j'étais contre la parité. J'ai commencé ma carrière, mes deux premiers patrons, ça a été Michel Cotta et auparavant Jacqueline Baudrier. C'est-à-dire deux femmes avec Arlette Chabot. Mes trois premiers patrons, c'était trois patrons. C'était un peu l'exception qui confirme la règle. Quand on regarde oui, mais quand on regarde les images d'avant, il y avait zéro femme. Les femmes étaient des speakerines. Et vous oubliez le nombre de femmes qui n'ont pas envie. Moi, j'ai eu dans ma boîte des femmes, une que je voulais nommer directeur général, je m'en souviens, qui dit non, je veux pas. Pas plus de responsabilité que ça. Il y a aussi plein de femmes qui privilégient leur vie. On peut pas généraliser. Elles sont comme les autres. Oui. Mais vous savez que les femmes peuvent être aussi bêtes que les hommes. Oui. Un peu moins quand même. Benjamin, vous vouliez parler d'autre chose, c'est la modification du régime de catastrophe naturelle. Ça donne pas envie comme sujet, pourtant il est super important. Il y a le gouvernement qui est en train d'échafauder l'idée que désormais, quand vous avez un événement climatique,
une grosse tempête, une grosse grêle, un gros coup de vent, ou alors des rétrécissements, gonflements d'argile. Et pour les gens qui nous écoutent, notamment en Occitanie, par exemple, vous savez qu'il y a des fissures sur les maisons parce que l'argile gonfle et se rétrécit. Et donc très souvent, lorsqu'il y a des événements climatiques intenses et majeurs, il y avait recours au principe de catastrophe naturelle où c'est l'État qui prend en charge finalement le coût de l'indemnisation. D'accord ? Qu'est-ce qu'il fait pas l'État ? En partie. Ce que fait pas l'État, je peux vous le dire. Ça, il n'y a pas de souci. Mais alors là, en l'occurrence, jusqu'à présent, il s'occupait de cela. Ça concerne à la fois les particuliers, les professionnels, mais aussi les collectivités locales. Et aujourd'hui, ils sont en train de dire, mais étant donné que ces événements, importants, sont récurrents, on va considérer que c'est un élément de banalité. Or, un assureur, il assure un risque aléatoire, il assure pas un risque certain. Et donc, si on considère que cet événement devient banal, il est enfin légitime de le sortir du régime de catastrophe naturelle. Très concrètement, pour les gens qui nous écoutent, votre tarif de coût d'habitation est de plus 30% d'ici 2030. Je parle aux professionnels, pour leur multirisque professionnel, c'est plus 30% en 2030. Et je ne parle même pas des collectivités locales qui pleurent aujourd'hui pour tenter de s'assurer. Donc là, c'est une alerte rouge. Et là, j'en profite, votre micro, j'interpelle les auditeurs pour qu'ils aillent voir leurs députés, quelle que soit l'étiquette et la couleur de leurs députés, pour leur dire attention, ce régime de catastrophe naturelle, il va mettre en péril des centaines d'hectares dans notre pays. Des départements sont déjà dépourvus parfois de certains assureurs. Il y a des assureurs qui se sont dédiés des Pyrénées-Orientales. Vous avez des assureurs qui se sont dédiés de la Charente-Maritime. Et donc demain, avec ce principe de catastrophe naturelle qui va disparaître, c'est l'assuré qui va payer. Vous savez ce qui se joue, Valérie, derrière ce sujet, il se joue tout l'avenir de notre système assurantiel. Bien sûr. La mutualisation des quelque risques. Chose, Benjamin. C'est ça le sujet. Bien sûr. C'est pas facile à régler. Non, c'est pas facile à régler. Ça coûte très cher à tout le monde. Vous avez vu cette image lors du banquet de la Maison Blanche, le banquet des correspondants, absolument. Vous avez vu cette femme qui prenait les bouteilles sur la table. Eh bien, on sait qui c'est. C'est Olga Stefanivna, ancienne ministre de la Justice de l'Ukraine et actuellement ambassadrice aux États-Unis. C'est dingue. On va l'appeler Sue Hélène. Pourquoi elle l'a fait, Non, certains ont dit que c'était pour garder un souvenir, mais enfin, elle prend quand même 2 bouteilles, champagne et vin. Parce qu'on manque d'eau en Ukraine, peut-être, je sais pas. Voilà, c'est ça. Vous auriez peut-être fait pareil, cher Perico. Le vin, je vais regarder le vin tout de suite, je me serais couché sur la table avec le vin. Voilà, vous auriez attrapé le vin. Madame de Gaulle, après l'attentat de Petit Clamart, elle a dit, est-ce que les poulets n'ont rien? Elle parlait des 2 poulets qu'elle avait achetés au bon marché, parce que le général de Gaulle payait sa propre nourriture. Et la nourriture, les 2500 repas ont été donnés à des associations de femmes dans le besoin. Voilà. Voilà, c'était la petite minute pour Perico. Vin et champagne. Alors Perico, de quoi allez-vous parler? Valérie, vous allez parler de Tantivonne. On va rester dans l'actualité. Est-ce que le service public rend service et est-il toujours public? On reçoit Julien Aubert, vice-président des Républicains. On va décrypter donc le rapport de Monsieur Aloncle qui a été adopté par 12 voix contre 10 et qui suscite évidemment la polémique. On va parler d'une tragédie française absolument inacceptable qui est la condition de vie dans les prisons. Conditions pénitentiaires, carcérales, le personnel pénitentiaire. Madame Taubirac avait supprimé près de 30 000 places de prison en 2012. Donc voilà, on va voir avec Alain Bazenuel qui est le délégué général adjoint de l'UFAP-UNSA. Ils sont très très en colère et ils ont raison. C'est incompatible avec les valeurs de la République française. Et puis je recevrai l'excellent Mathieu Bobcoté qui a coécrit avec son copain Laurent Dandrieux, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, le pessimiste joyeux. Est-ce que malgré la barbarisation du monde, on peut encore espérer dans la préservation de nos valeurs et croire en vertu de la France? Voilà, plus ça va mal, plus il faut espérer. C'est un message philosophique, j'essaierai de décrypter ça avec lui pendant une demi-heure. Alors ça forcément, plus ça va mal, plus on est obligé d'espérer. C'est peut-être l'avantage d'une crise, c'est qu'elle se raccroche aux fondamentaux. Merci à vous. Dans un instant, donc Perico Légas, très bonne journée sur Sud Radio. 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h.